Bonjour, bienvenue sur Le Son de Victoire, le podcast des réussites professionnelles au féminin. Nous vous proposons d'écouter des témoignages de femmes que nous considérons être des rôles modèles par leur trajectoire professionnelle et par leur comportement au travail. Ces femmes nous semblent à la fois inspirantes et accessibles. Dans certains épisodes, ce sont des spécialistes du travail au féminin qui viennent partager leur expertise et leurs convictions. Nous sommes convaincus que vous trouverez dans leur partage d'expériences des clés pour développer votre propre parcours professionnel. Je suis Perrine Corvézier, avec ma complice Amélie Dag, que vous entendrez sur d'autres épisodes. Nous avons fondé Human Learning Expedition ou HLX. HLX est le cabinet de conseil et de coaching qui accompagne les réussites professionnelles, individuelles et collectives en cultivant les comportements qui mènent au succès. Place maintenant à l'invité de cet épisode. Pendant quelques années, j'ai vraiment fait taire cette voix qui me disait mais tu peux aller plus loin, parce que tout le monde me disait dans mon entourage mais non, mais c'est déjà bien, t'as déjà ta boîte, pourquoi tu vas aller encore plus loin? D'où c'est seulement pratiquement 17 ans après que je me dis je pars à l'international, alors que c'était quelque chose que je voulais faire bien plus tôt. Frédérique Montrésor est présidente de l'association Actionnelle, qui accompagne de nombreuses porteuses de projets et chefs d'entreprise depuis des années. Elle mène ses actions en parallèle du développement de Bleu Ébène, son agence de communication et de stratégie digitale fondée en 2003. Frédérique voit grand et aide les femmes à voir grand. Elle crayonnait étant enfant. Elle a intégré l'école Boulle. Elle a aidé l'association Actionnelle sur la communication. Elle en est devenue la présidente. Elle envisage de développer à l'international sa marque Bleu Ébène. Écoutez-la partager son parcours et détailler les actions qu'elle mène avec passion. Vous l'entendrez parler de collectif, de modèles, de projection dans l'avenir, de neuromarketing, de management au féminin, mais également des obstacles rencontrés, de la confiance qui n'est pas accordée a priori, ainsi que beaucoup d'autres sujets. Je suis heureuse de vous proposer d'écouter mon échange avec Frédérique Montrésor, qui est la 8e experte proposée dans le podcast Le Son de Victoire. Bonne écoute. Bonjour Frédérique. Bonjour Perrine. Merci de m'accorder ce temps. Je suis ravie de pouvoir échanger avec vous et de pouvoir vous questionner, parce que j'ai plein de questions à vous poser. Et si vous êtes d'accord, je vous renverrai bien en enfance et j'aimerais bien savoir ce que vous vouliez faire quand vous étiez petite. Alors, quand j'étais petite, je voulais devenir dessinatrice de BD. Parce que j'ai toujours adoré le dessin et je dessine encore aujourd'hui. C'était ma passion première, mais on m'a dit très vite que ce n'était pas un métier. Mais bon, j'ai toujours aimé crayonner de côté et je me passionnais. En fait, dès que je voyais quelque chose, j'avais envie de le dessiner ou quand je suis par exemple au téléphone, si ça dure très longtemps, je dessine à côté. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font ça. Mais voilà, ça a été beaucoup. Mais surtout, ce qui m'a marqué lors de mon enfance, c'est je devais peut-être avoir 7-8 ans. Il y a ma maîtresse d'école qui a appelé mes parents en disant j'aimerais bien avoir un rendez-vous avec vous. Et moi je me suis dit zut, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une bêtise, pourtant j'ai des bonnes notes, tout ça, je comprenais pas. Et en fait la maîtresse elle a dit regardez, votre fille dessine pas comme les autres. Et là, c'est là où vraiment j'ai su que j'avais un don aussi pour le dessin, en fait. Parce que pour moi, tout le monde dessinait pareil que moi, sauf que moi, j'aimais plus dessiner, mais j'avais pas encore compris. Et en fait, c'est là que mes parents et moi-même, je me suis rendu compte qu'en effet, je dessinais pas comme les autres. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a dit que c'était pas un métier? C'est vos parents ou c'est les enseignants plus tard? Les 2, qui ont toujours forcé, parce que je dirais, moi après, à partir de là, donc j'ai toujours été une bonne élève, j'ai toujours eu de très bonnes notes et lorsque je suis arrivée en terminale, c'était le choix, vous savez, vous devez choisir, si vous faites CA et moi j'avais déjà vu qu'il y avait en fait, un bac pro en dessin et donc j'en avais parlé avec mes parents et mes parents m'ont dit non non non, mais ça c'était loisir, faut parler vrai quoi. Donc comme j'étais
très bonne en sciences. Je suis partie sur un bac scientifique. Bon, j'aimais bien les sciences, mais pas plus que ça. J'aurais préféré faire du dessin, mais bon, voilà. Donc, je suis partie là-dessus. Et en fait, quand j'ai passé bon, j'ai eu mon bac, et là, je me suis dit, la seule façon que je fasse ce que j'ai envie de faire, c'est de faire un deal avec mes parents. Donc, j'aurais dit, écoutez, si j'ai mon bac, est-ce que je pourrais faire ce que je veux après? Ils m'ont dit, mais bien sûr, en pensant que j'allais m'inscrire dans des facs de chimie ou de sciences, qu'importe. Et en fait, le deal a été, donc j'ai mon bac, mais dans ce cas-là, je fais une école et moi, j'avais choisi l'école Boulle. Et, euh, et la grande déception, c'est que j'ai eu mon bac et je suis partie à l'école Boulle. Donc voilà. Alors, on va pas cacher aux auditeurs, mais vous n'êtes pas dessinatrice aujourd'hui. Non. Peut-être que vous continuez à dessiner là pendant qu'on se parle à distance, mais vous n'êtes pas dessinatrice. Et donc, je vous rebascule dans le monde d'aujourd'hui, enfin presque, parce que je voudrais vous mettre dans une situation de réunion où vous ne connaissez pas les participants dans la même salle que vous, ou en visio alors. Et j'aimerais savoir comment est-ce que vous vous présentez aujourd'hui quand c'est votre tour de vous présenter aux autres. Alors, bah, moi je me présente, donc je suis Frédéric Montrésor. Donc j'ai une entreprise qui s'appelle Bleu Ébène, qui existe depuis 2003, en tout ce qui est stratégie digitale, donc site internet, applications, réseaux sociaux. Et à travers cette société, j'ai créé un collectif d'indépendants parce que pour moi, l'humain est au centre de tout et c'est important qu'il soit mis en avant parce que souvent dans les agences de com, les indépendants, on dit juste on travaille avec des collaborateurs, mais on les nomme pas. Et pour moi, c'était important qu'ils soient nommés, qu'ils soient présents sur mon site. Et j'ai pris quatre alternants, donc quatre alternants salariés depuis l'année dernière, puisque je sais qu'il y a énormément d'étudiants qui recherchaient justement des postes. Voilà, donc je suis en effet, dans le côté digital, on pense souvent que le digital n'est pas avec l'humain, mais c'est mon cas. Et moi, j'adore ça. Donc, pour en faire des sites, coder, amener tout mon savoir du dessin, puisque là vient le dessin dans cette entreprise. Et puis après, je pense qu'on verra avec les nouveautés de l'année 2021. Et vous êtes aussi présidente d'une association. Tout à fait. Alors, lors de mon parcours, bon, j'ai eu un parcours un peu, je dirais, atypique. Et j'ai été prof pendant longtemps et j'adorais transmettre. Et puis, en créant ma société, je me suis dit, ah non, là, il y a un moment, je peux pas tout faire. Donc, j'ai lâché le poste de professeur et je me suis dit tôt ou tard il faudra quand même que je retransmette et j'ai croisé il y a quelques années l'association Actionnelle où je suis rentrée d'abord pour tout ce qui était communication parce que je voyais que c'était un besoin qu'avait cette association et donc en bénévole j'ai vraiment repris le site internet les différents documents de l'association et Cécile Barry, qui était à l'époque la présidente, ça faisait plus de 10 ans qu'elle était en place et elle recherchait une remplaçante. Et, euh, et bon, tout le monde disait, de toute façon, si Cécile elle part, l'association c'est fini parce que elle est là depuis tellement longtemps. Et un jour, Cécile m'a dit, bah écoute, là j'en peux vraiment plus, je suis vraiment à ma 12e année, il faut que je trouve quelqu'un. Est-ce que tu veux postuler? Et là, je me suis dit, waouh, quel challenge! Elle était là depuis plus de 10 ans, moi je dois reprendre. Et puis je me suis dit, ben, c'est une très belle association. On fait des choses magnifiques en formation, en aidant les porteuses, les chefs d'entreprise à s'épanouir dans leur activité. Et je me suis dit, ben, je veux bien reprendre le flambeau parce que moi, j'aurais bien aimé, quand j'ai créé ma société, avoir une association de ce type. Je la connaissais pas. Et, et quand je vois les retours de tous nos actionnaires, je suis contente, à tout cas, d'avoir pris ce relais. Qui sont les femmes que vous accompagnez, qui sont adhérentes? Qu'est-ce que vous leur proposez? Alors, Voilà, pourquoi que des femmes d'ailleurs, peut-être aussi? alors, comme je le dis souvent quand je présente l'association, on est une association, en effet, pour l'entrepreneuriat féminin, mais je ne suis pas du tout féministe, hein. Moi, la plupart du temps, je travaille qu'avec des hommes. Mon équipe est pratiquement on fait que d'hommes, donc il y a pas de souci là-dessus. Mais en revanche, je trouve il y a une problématique, non, problématique. En France, en tout cas, les femmes ont du mal à se faire entendre et à aller de l'avant et surtout à voir grand. Donc, au travers de cette association, on amène les porteuses de projets. Donc, là, on a énormément
de jeunes. On a eu des jeunes de 24 ans et puis jusqu'à l'âge de 60 ans, hein, de personnes qui souhaitent créer. Et à travers cette association, en fait, on les accompagne déjà à créer leur business plan. On les accompagne dans le fait aussi de pitcher. Donc pitcher, ça veut dire avoir un discours cohérent, que ce soit pour les banques, que ce soit pour leurs futurs clients, que ce soit pour leurs futurs associés. Après, on les aide aussi au travers du réseautage. On a pas mal de réunions pour leur permettre d'étendre leur réseau parce que, comme on dit, plus on a un réseau qui est grand, plus on arrive à faire des affaires. Donc, c'est vraiment leur apprendre le métier de devenir entrepreneur parce que c'est un métier à part entière. Même si on a déjà sa propre expertise, être un entrepreneur, euh, c'est vraiment, alors je le dis au masculin parce que c'est en général, mais c'est vraiment avoir une stature, une manière de faire, d'appréhender sa journée au quotidien. Votre rôle de présidente consiste en quoi aujourd'hui? Vous représentez en termes de communication extérieure, vous avez un rôle opérationnel, peut-être financier. Quel est votre rôle dans l'association? Il faut savoir que l'association, on a en effet que des bénévoles, on a seulement que 3 salariés. Donc on est implanté en Île-de-France, Nouvelle-Aquitaine et Rhône-Alpes. Et en effet, mon rôle est de déjà consolider ces 3 régions, d'insuffler parce que quand je suis arrivée déjà, je me suis occupée de la communication. Et après, là, ces dernières années, quand on est en repris le rôle de présidente, c'est de mettre au jour au digital. Parce que l'association avait vraiment peur d'aller vers le digital. Et heureusement qu'on l'a fait parce que ça nous a permis toute l'année dernière de pouvoir aider nos adhérentes à travers des webinaires, à travers je dirais des visios de tête à tête pour pouvoir les aider au quotidien. Donc vraiment, moi, j'ai insufflé ma connaissance du digital, de la formation, parce qu'il y a certaines adhérentes que je suis, que j'ai aussi en entretien individuel, parce qu'elles ont un besoin de parler, besoin d'avoir aussi une personne peut-être qui arrive un peu plus loin qu'elle et se dire est-ce que je vais arriver à ce stade-là. Donc j'ai un peu aussi ce rôle de mentor. Voilà. Qu'est-ce que vous avez remarqué qui vous a surpris dans l'association et dans les adhérentes de l'association? Alors moi, ce que j'ai pu remarquer, c'est que les femmes souvent ont peur de voir grand. La plupart de nos actionnaires créent des entreprises pour se créer un emploi. Rares sont celles qui créent au-delà de un ou deux emplois en plus que le leur. Ça, c'est déjà une première chose qui m'a vraiment marquée. La deuxième chose, c'est que à chaque fois qu'elles demandent du financement, elles demandent exactement, voire un petit peu moins de ce qu'elles ont besoin, alors qu'il faut faire le contraire. Donc ça aussi, c'est quelque chose que je travaille énormément avec mes adhérentes. Et troisième point, il y a, je dirais, une bonne partie qui se disent en gros, je ne suis pas forcément encouragée, et ça, je trouve que c'est dommage, de par mon entourage pour devenir entrepreneur. Heureusement que c'est pas, je dirais, il y a au moins 45% que c'est ce cas-là, en tout cas quand les gens en entretien individuel. Par quel biais vous avez l'impression que vous arrivez à leur faire bouger les lignes, bouger de vision? C'est en leur parlant de modèles, qu'elles regardent les modèles, puisqu'on a quand même quelques modèles français qui sont quand même bien arrivés, de regarder les modèles, de se projeter aussi dans l'avenir, de se dire est-ce que vous aurez plaisir de vous dire que c'est vous-même qui avez payé les propres études de vos enfants dans des grandes écoles sans forcément demander à votre mari un appoint, de montrer à quel point aussi, parce que souvent les femmes se disent mais je serais incapable de gérer ma société, alors que j'aime bien faire le parallèle en disant mais vous gérez tout en fait à la maison. Vous gérez les enfants, vous gérez les courses, vous gérez les plannings, et pourquoi vous ne pourrez pas gérer une société? Et souvent, quand je fais le parallèle, elles font dire, mais oui, en fait, on gère énormément de choses. Donc, qu'elles arrivent à se rendre compte à quel point elles sont déjà exceptionnelles, et c'est juste mettre ce qu'elles font au quotidien dans une entreprise. Les femmes que vous avez qui se lancent dans l'entrepreneuriat, elles ont quoi comme background? Elles viennent du monde du salariat ou c'est parce qu'elles ont fait une pause
peut-être un congé maternité ou parental et qu'elles reprennent une activité en se la créant elles-mêmes? On a 3 modèles. On a les femmes qui viennent du fait que, il y a eu un dans de plus ou moins des licenciements dans la société et elles sont en âge où on les met dans un placard et donc là elles se disent je pars parce que pour l'instant j'ai encore de quoi faire pour pouvoir partir bien. Donc ça on a ces femmes-là qui ont plutôt 45-50 ans. Après on a les jeunes mamans en effet, premier enfant ou deuxième enfant qui se demandent, qui se disent mais en fait il y a plus de sens dans ma vie, quel est le sens, qu'est-ce que je veux faire et qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Et après, on a vraiment les toutes jeunes qui ont à peine fait un ou ouais, un seul peut-être job, des fois juste un job d'été, on va dire des jobs d'été et pas plus, et qui veulent tout de suite se lancer après les études. Voilà, c'est vraiment les trois modèles qu'on a. Elles restent dans l'association combien de temps en moyenne? Alors, là c'est pareil, on a 3 types. On a, celles qui viennent juste pour un an, donc porteuses de projets qui créent leur société, et qui après dès qu'elles commencent à avoir leurs 1ers clients se disent: «Bon c'est bon, j'ai tout connu et je pars». Souvent elles reviennent, hein, d'ailleurs. Mais voilà, c'est le principe. Après, on a celles qui viennent parce qu'elles ont vraiment une problématique donnée, et c'est celles qui restent le plus longtemps parce qu'elles vont se former, elles vont assister à des ateliers, elles vont agrandir leur réseau. Et après, vous avez vraiment les chefs d'entreprise qui viennent précisément pour un an pour plus développer leur réseau. Et souvent, dans ces chefs d'entreprise, on retrouve souvent celles qui étaient parties juste après en tant que porteuse de projet. Et vous, qu'est-ce que vous trouvez dans Actionnel? Moi, je trouve que ça a été épatant que des femmes, parce que l'association a été créée à Lyon, s'est dit un jour, ben, on va monter cette association pour aider d'autres femmes à devenir des modèles de demain, en fait. Et moi, c'est ce que j'aime dans cette association. C'est ce partage. C'est de me dire que en sommes en train de faire qu'il y ait plusieurs modèles de demain, que ça soit petit, moyen ou grand, parce que tout le monde n'est pas obligé d'aspirer à devenir une grande société. Et surtout, c'est de me dire que grâce à ces associations, je transmets. Je transmets pas seulement mon savoir, mais je transmets aussi tout ce que moi j'ai pu traverser en tant que chef d'entreprise. Justement, je voudrais m'intéresser à votre entreprise, à votre propre entreprise, Bleu Ébène. Aujourd'hui, c'est quoi votre objectif avec cette société? Alors, moi, j'ai comme ambition d'aller à l'international. Donc, moi, c'est vrai que je vois très grand. Voilà, j'ai toujours aimé voir très grand. Donc, là, le fait est que, en effet, la société existe maintenant depuis 17 ans. J'ai vraiment mis tout en place pour pouvoir partir à l'international. Et surtout que depuis l'année dernière, on a sorti Bleu Reflet, qui est une application d'essayage de bijoux en ligne, qui permet aux bijoutiers de montrer leur savoir-faire et surtout de faire en sorte que leurs clients puissent essayer les bijoux en ligne, donc éviter les retours clients. Donc ce qui leur amène à parce qu'en règle générale, il y a 28 de retours quand on est sur des sites e-commerce, donc ça leur fait gagner 28 de non-retours. Et cette application va nous permettre de partir à l'international avec mon équipe, et de là aussi je crée une autre équipe parce que moi ce que j'adore c'est la mixité, mais pas seulement la mixité homme-femme, mais aussi la mixité dans tout ce qui est aussi culture. Et donc là, partir et mélanger, je dirais, anglais, c'est super. Et l'international, vous visez quel pays, quel continent? Pour l'instant, ça va être Los Angeles, et après c'est vrai que je voulais me rapprocher, Londres, l'Espagne, l'Allemagne, voilà, partir après plus vers l'Europe. Mais en tout cas pour là d'un côté c'était Los Angeles parce que quand bien sûr quand une application de ce type qui est assez révolutionnaire, fonctionne au-delà des frontières, on grandit beaucoup plus vite. Très clair, bravo. Qu'est-ce qui vous fait vibrer au quotidien dans le développement de votre société, justement? Ce que j'adore, c'est innover, créer, dans une manière en plus très esthétique. L'application, alors justement pourquoi je me suis adressée à des bijoutiers, c'est parce que justement on est dans l'esthétique, le beau, et le savoir-faire français. Donc
moi, ce qui m'anime quand le matin, c'est chouette. Qu'est-ce que je peux ajouter de mieux, le petit plus qui va faire toute la différence, parce que c'est dans les détails qu'on justement on fait la différence. Et là, mon côté esthétique, dessin, de retravailler m'aide beaucoup. Je voulais savoir si vous aviez un rôle modèle dans votre développement professionnel. Alors moi, j'ai vu beaucoup de héros, des personnes qui m'ont influencé, on peut dire, c'est vraiment Oprah Winfrey, qui a été pour moi une femme qui a révélé tout son potentiel. C'est une femme qui s'est battue, pour réussir où elle en est maintenant. Et pour moi, voilà, c'est vraiment mon modèle. Ça en tant que femme et en tant qu'homme dans tout ce qui est créativité et innovation, c'est Steve Jobs. Effectivement, vous voyez grand, j'adore. Et votre allié aujourd'hui, sur qui vous pouvez vous appuyer au quotidien aujourd'hui? Bah, il y a mon équipe qui me pousse. Moi, je trouve que c'est un très. En fait, quand vous vous levez le matin et que vous voyez votre équipe, alors moi, quand je vois mon équipe et je me dis, grâce à moi, ils ont de l'emploi, grâce à moi, tous les jours, ils ont quand même le sourire, la patate, parce que ça n'a pas été facile l'année 2020. Rien que ça, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Après, quand je vois aussi d'aider des clients, moi, juste un merci d'un client dans la journée, ça m'ensoleille ma journée et je me trouve ça génial. Et, euh, et voilà, moi, c'est ça qui m'anime en fait. Servir mes clients au mieux que je peux et aider mon équipe à croître et leur apporter le meilleur pour que ils aient un emploi qui soit pérenne. Je voudrais qu'on aborde votre parcours peut-être à travers une réussite et à travers la réussite dont vous êtes la plus fière, qui vous a marqué, alors peut-être récente ou peut-être beaucoup plus ancienne, mais voilà, quelle est la réussite dont vous êtes la plus fière? C'est peut-être rentrer dans une école, par exemple à l'école Boulle, parce qu'il faut savoir qu'on dépose pour l'école demi-dossier. Il y a 300 personnes qui sont sélectionnées pour passer en fait les examens, le jury, et sur les 300, il y a que 14 qui sont pris. Donc ça a été ma plus belle réussite parce que je me suis dit, en fait, quand je suis arrivée là, je me suis dit, si dans ma tête, je me suis dit, si tu arrivais à passer tout ça, tu peux tout faire. Et sur quoi, qu'est-ce qui a fait que vous avez été sélectionné par rapport à d'autres, vous pensez? Qu'est-ce qui a convaincu dans votre dossier? Qu'est-ce qui a convaincu dans votre entretien? Ça, je ne saurais pas vous dire parce qu'en fait, c'est vrai que les dossiers qu'on passe, donc qu'on dépose, au départ, c'est sur les notes et sur les dessins qu'on a fait tout le long, hein. Donc après, en revanche, c'est que quand on a une journée, en fait, on a une journée de 8 heures. Je me rappelle plus si c'est une ou 2 journées de 8 heures et pendant ces journées-là, on ne fait que dessiner un des projets qu'on veut et bon, donc là, je me dis, ça a dû sortir quelque chose de beau. Mais moi, je me souviens de ce jour et c'est vraiment un jour qui m'a marqué, c'est quand j'ai reçu ma lettre et que j'étais admise. C'était, waouh! Vous êtes passé ensuite de l'école Boulle et vous êtes arrivé aujourd'hui avec une agence de communication digitale. Qu'est-ce qu'il y a eu entre les deux? Comment ça s'est déroulé votre parcours? Alors moi, dès qu'après quand je suis sortie, de l'école, j'ai travaillé dans plusieurs agences. J'ai travaillé, alors agence et presse puisque j'ai travaillé à La Tribune, j'ai travaillé à Heure SCG, j'ai travaillé au Canard enchaîné, donc j'ai fait pas mal d'agences et de presse de tout autre. Mais j'ai constaté qu'à chaque fois que je passais dans ces groupes, j'arrivais très facilement, sans m'envoyer des fleurs, mais c'est vrai très facilement à arriver en bas et arriver en haut. Donc, du bas vers le haut, pardon. Et en fait, dès que j'étais arrivée en haut, je m'ennuyais. Et donc en gros entre 6 mois et 9 mois, je partais à chaque fois d'agence en agence. Donc je me suis dit à un moment, si tu pars tout à chaque fois, tu restes 6 ou 9 mois dans une boîte, ça va pas. Il y a quelque chose qui va pas. Et et là, c'est là, à un moment, ma sœur aînée qui, qui s'est mis à son compte et quand j'ai vu ce que ça voulait dire se mettre à son compte, j'ai dit: «Mais c'est ça, il faut que je me mette à mon compte». Parce que en fait, dans toutes les agences, je partirai toujours tôt ou tard parce que ça me convient pas. Hem,
Donc voilà, donc j'ai fait pendant 5 ans, voilà, j'ai voyagé dans différentes agences et agences de presse. Et puis le jour où ma sœur m'a montré que c'était voilà, être indépendant, bah voilà, j'ai pris le pas et je me suis lancée. Est-ce que vous avez l'impression qu'être une femme a été un avantage, a été une aide précieuse ou au contraire a généré des obstacles dans le développement de votre agence? Alors je pense être une femme, il y a des avantages et des inconvénients. Avantage, c'est que on peut quand même assez vite monter les choses. Moi, j'ai pas eu trop de difficultés à monter ma société. En revanche, le fait de tout ce qu'on entend, parce que pendant longtemps, moi, ce qu'on appelle un peu l'entourage, le fait, bah non, on peut pas avoir une grosse boîte, mais non, mais t'es trop ambitieuse, mais non. Donc moi, je me disais, mais non, mais je suis trop ambitieuse, c'est vrai. Donc j'ai pendant quelques années, je dirais, j'ai vraiment fait taire cette voix qui me disait mais tu peux aller plus loin, parce que tout le monde me disait dans mon entourage mais non, mais c'est déjà bien, tu as déjà ta boîte, pourquoi tu vas aller encore plus loin. D'où bah voilà, c'est seulement pratiquement 17 ans après que je me dis je pars à l'international, alors que c'était quelque chose que je voulais faire bien bien, bien plus tôt. Et donc à un moment j'ai dû travailler toutes en tout cas cet environnement par du coaching pour reprendre, je dirais, mon pouvoir et dire mais au fait c'est vraiment ça que je veux. Moi j'ai pas envie de faire comme tout le monde, j'ai pas envie d'avoir juste une petite société, j'ai envie de voir grand. Et dès lors que j'ai fait ce travail sur moi-même, bah voilà, ça a explosé. Ça a été la création du collectif, ça a été l'évolution de ma société. Je me suis épanouie beaucoup plus aussi personnellement. Et maintenant, je suis très bien dans mes baskets et me dire et quand les gens me disent que je suis ambitieuse, je suis super contente et fière parce que je dis oui, je le suis. Les obstacles principaux que vous avez rencontrés, donc vous disiez là peut-être la barrière de l'ambition que votre entourage vous appliquait, que vous vous mettiez à vous-même. Est-ce qu'il y a eu d'autres obstacles que vous avez rencontrés et notamment, je me pose la question des obstacles, encore une fois, hein, liés au fait que vous étiez une femme, voilà, liés à vous en fait. Alors, après l'autre obstacle, c'est que le fait, c'est quand j'ai voulu, donc quand j'ai voulu, en tant que scientifique, quand même, j'ai gardé ce principe-là. C'est quand j'ai commencé à coder. Alors, quand vous êtes dans les écoles, puisque moi j'ai repris le chemin de l'école pour ça, parce que je voulais coder, je voulais comprendre comment ça se faisait. J'ai eu mon diplôme, il n'y a pas eu de souci. Mais quand je commençais à me présenter en disant bah oui moi je suis capable de coder, je suis capable de faire des sites, etc. Souvent on me prenait pas trop au sérieux. Et c'est d'autant plus quand ma société a grandi. Je me rappelle à un moment un entretien avec un rendez-vous avec un client où je viens avec un, comment dire un de mes collaborateurs et et à un moment on commence à parler technique. Et là, directement, il se retourne vers parce que c'est un homme, vers lui. Et j'ai dû, et je dois encore, hélas, souvent démontrer que je sais de quoi je parle quand je parle de code et de programmation. Et ça, je trouve que c'est un gros handicap encore. Voilà. Un homme pourrait dire je suis développeur, on lui demandera jamais ce que c'est du PHP ou du Java ou autre. Mais une femme, elle sera, non, en tout cas jusqu'à présent, hein, sera obligée de démontrer qu'elle sait de quoi elle parle. Et quand vous parlez à des femmes, elles vous challenge aussi comme ça? Pas du tout. Pas du tout. C'est Ok. vraiment au niveau masculin où ils n'ont pas cette confiance. euh, En tout cas, où pour eux, de toute façon, un développeur, c'est forcément un homme. Est-ce que dans l'animation du collectif, est-ce que dans la gestion d'une entreprise en croissance, être une femme a été un atout? Oui, moi, souvent, j'ai eu des retours et souvent en plus de mes collaborateurs masculins, ils m'ont souvent dit que alors je dirigeais tout en douceur, euh, que je disais des choses parce que voilà, mais fermeté, mais tout en douceur. Et il me disait c'était super agréable par rapport, alors eux ils appellent ça du management au féminin. Je sais pas si ça existe vraiment, mais voilà, et qu'ils appréciaient beaucoup. Voilà. Est-ce que vous avez l'impression, vous, de contribuer d'une manière ou d'une autre à l'équilibre ou
à la mixité dans le monde du travail? Oui, je pense, en fait, quand on devient vraiment chef d'entreprise, qu'on commence à embaucher, qu'on a justement aussi des indépendants, de faire de cette mixité et puis cette évolution, puisque moi, quand je parle de mixité, c'est que, par exemple, dans mon collectif, il y a des jeunes de 28 ans jusqu'à des personnes qui ont 58 ans. C'est ça aussi, c'est ne pas souvent on voit dans les super agences, on monte des pubs tous ont 25-30 ans, mais non, c'est pas comme ça qu'on va faire de la richesse, c'est pas comme ça qu'on va pouvoir aider tout à chacun à grandir. Donc je pense qu'il faut la mixité partout, que ça soit dans la culture, que ça soit au niveau de la parité homme-femme, que ça soit aussi au niveau de l'âge, parce que d'avoir toute une équipe qui est jeune, ça n'amène aussi ça n'a aucun sens pour moi. Est-ce que vous avez découvert récemment quelque chose, un sujet qui vous aurait été utile plus tôt dans votre carrière? Oui, ces dernières années, je me suis beaucoup intéressée à tout ce qui est, neurosciences, neuromarketing. Je trouve que c'est un sujet passionnant, de comprendre, les personnes avec qui on travaille, de comprendre la manière dont on fonctionne, donc les autres fonctionnent. Je trouve ça super et je trouve que c'est quelque chose qu'on devrait vraiment, mettre, je dirais, dans toutes les études, possibles, tous les parcours parce que alors après, en plus, il y a le disque, il y a le MBTI, bon, il y a beaucoup de choses qu'on peut après derrière, mais ça, c'est vraiment, je trouve, primordial pour travailler en équipe. Vous êtes formé à quoi et comment? Enfin, par quel biais? Alors moi, j'ai fait plusieurs petites formations à la Neurobusiness School pour comprendre ce que c'est, par exemple les neurones miroirs, de comprendre si on agit de telle manière, c'est que alors parce que par exemple si on est 10, qu'on a le rouge, vert, etc. Je trouve ça passionnant et moi ça m'a permis aussi, et je l'ai vu, hein, que ce soit par rapport à mes collaborateurs ou même au recrutement que j'ai fait en fin d'année dernière, ça, j'ai été beaucoup plus sereine parce que j'arrivais mieux à comprendre les personnes qui étaient en face de moi. Est-ce qu'il y a des conseils que vous voudriez communiquer à des jeunes femmes qui rentrent sur le marché du travail, enfin en tout cas qui sont à la fois ou en projet de création d'entreprise ou qui vont rentrer dans le monde du salariat? Ben après, pour les femmes qui veulent entreprendre ou non, parce que il y a aussi l'info-entrepreneuriat, donc c'est l'entrepreneuriat au sein de l'entreprise. Hein. Il y a certaines Mmh. entreprises qui laissent vraiment cette liberté. Euh, Ne pas écouter, je dirais, son entourage. Si vous avez cette petite voix qui vous dit d'aller plus loin, écoutez-la. C'est une manière de s'épanouir, c'est une manière aussi de se connaître, c'est une manière de se dire: «Waouh, je peux faire autant de choses que ça». Je trouve vraiment, faut pas hésiter et puis pas avoir peur de l'échec parce que c'est pas grave. Vous vous autorisez l'échec avec votre collectif, avec vos collaborateurs? Comment est-ce que vous leur signifiez? Comment est-ce que vous appréhendez ce sujet-là? Bah, pour moi, l'échec, on peut parler d'échec si on ne rebondit pas. Si on se dit en effet là, en effet, j'ai pas compris ou là, en effet c'était pas bon, mais que de là j'apprends quelque chose et je rebondis, pour moi c'est pas un échec. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Moi avant d'arriver au collectif que j'ai actuellement, j'ai échoué 2 fois. J'ai essayé, ça c'est pas réussi, j'ai essayé, ça n'a pas réussi. À un moment, je me suis dit: «Mais il y a un truc qui va pas». Donc il faut que tu apprennes, à un moment, je lui ai dit: «Il faut que tu apprennes pourquoi ça fait 2 fois que tu as échoué, en gros». Et je dis: «Si j'étais restée là, ça aurait été un échec». Et là, je me suis dit: «Mais en fait, il faut que tu te formes au management. Tu t'es jamais formée au management». Et donc j'ai été faire une formation en management. Et comme par hasard, quand j'ai fait cette formation, bah, la 3e fois que j'ai testé, c'était la bonne. Mmh. Donc voilà, pour moi, et c'est exactement ce que je dis à mes collaborateurs. OK, tu peux te tromper là, tu peux te tromper une deuxième fois, mais la deuxième fois, tu te poses et tu te dis: «Pourquoi j'ai pas réussi à le faire?» Vous êtes remis en cause pour ça. Est-ce que vous avez des techniques, des approches pour vous ressourcer, pour tenir dans la durée? Parce que quand on a une agence pendant 17 ans, quand on a plusieurs vies parallèles avec l'association, j'imagine que vos journées sont bien remplies. Et Oui. pourtant, il faut tenir dans le temps. Donc, comment est-ce que vous vous ressourcez? Alors moi, je fais énormément de méditation. Et alors déjà, je fais
tous les matins, je fais ma méditation, voilà. Ça me permet de me recentrer sur moi, sur ma journée à venir. Après, j'ai aussi, je fais mon yoga. Donc déjà, je commence ma journée en gros, en ayant fait 1 heure et demie à 2 heures rien que pour moi. Je trouve que c'est important de commencer sa journée en se disant: «J'ai des heures rien que pour moi». Parce que souvent, on a l'habitude, on se dit: «Je fais tout ce qu'il y a à faire et après je vais voir si j'ai du temps pour moi». Donc moi, j'ai fait l'inverse. Je me consacre 2 heures pour moi chaque jour, et après je commence ma journée. À côté de ça, je fais du sport. Donc je dessine aussi parce que ça me permet aussi de m'évader, comme je vous disais aussi. Là, dernièrement, j'ai une amie qui m'a demandé d'illustrer, son livre qu'elle a écrit. Donc, je me dis: «Tiens, c'est super, voilà, je pars sur autre chose. Au moins ça me vide la tête, je dessine». Et là, cette année, je me suis donné comme challenge d'apprendre à jouer du piano. Ah ouais, bravo. Super. Est-ce qu'il y a un sujet, une question, on arrive bientôt à la fin de notre entretien, est-ce qu'il y a une question que je n'ai pas posée, que vous auriez aimé que je vous pose? Non, je vois pas forcément, après peut-être, de dire que, en tout cas, quand on part dans l'entrepreneuriat, il faut protéger sa vie privée, parce que là, c'est vrai que vous parliez aussi de se concentrer, d'équilibrer, mais il y a le côté vraiment, aussi savoir, s'arrêter, heu, parce que c'est vrai qu'on peut faire des heures et des heures, et le fait justement d'avoir plusieurs rôles, moi me permet, en tout cas m'a permis, d'autant plus de faire attention en me disant: «Oh là, mais c'est vrai, j'ai pris ça, donc il faut, quand même que je protège ma vie privée». Une des dernières questions, ça serait, est-ce que vous êtes optimiste sur l'évolution de la place des femmes dans la société? Oui, je le suis parce qu'on constate, que dès lors que, les femmes, sont à des postes beaucoup plus hauts, il y a beaucoup plus d'interactions, il y a beaucoup plus de choses qui se font, et je suis d'avis qu'il y a beaucoup d'hommes en plus parce en effet, il n'y a pas que les femmes qui peuvent aider les femmes, mais il y a beaucoup d'hommes qui s'en rendent compte, hem et surtout ce qui me fait plaisir, c'est que la génération qui a qui arrive, vraiment les jeunes qui arrivent, je dirais les jeunes de entre 20-26 ans, n'ont plus ce même regard où, bah, la femme doit faire ci, l'homme doit faire ça. Ils sont plus dans le partage et ils sont plus dans cette égalité, et ça me réconforte à me dire, «Oui, les choses vont changer». Votre prochain défi professionnel? Et ben, donc partir à Los Angeles. Alors, Voilà. et concrètement, ça va se passer comment? Quand? Vous allez faire quoi? Alors, si tout se passe bien, donc on y sera début d'année prochaine, donc en 2022. Donc là, on ouvrira une nouvelle entité, de Bleu Ébène, mais axée exclusivement sur, l'essayage de bijoux en ligne, et voilà, ça sera conquérir, ce marché, toujours proposer des nouveaux services, et heu et répondre à la demande de demain, à tout ce qui est l'e-commerce de demain. Merci beaucoup Frédéric pour ce partage. Ben, merci Perrine. J'espère que vous avez apprécié ce podcast autant que nous avons aimé le préparer pour vous. Abonnez-vous au podcast Le Son de Victoire sur votre plateforme d'écoute habituelle. Vous serez ainsi notifié des nouveaux épisodes et retrouvez Le Son de Victoire sur le compte Instagram du même nom. Le Son de Victoire est proposé par Human Learning Expedition, ou HLX, qui a également produit Talents Précieux, le podcast de la réussitologie. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur humanlx, humanlx.com, ou suivez-nous sur LinkedIn. N'oubliez pas de vous rendre sur le site leçondevictoire.com pour découvrir notre offre de modules d'auto-coaching audio guidé adaptés aux situations concrètes que les femmes sont amenées à rencontrer dans leur vie professionnelle, que ce soit pour vous ou pour vos amis, vos collègues ou les femmes de votre équipe. Si vous aimez ce podcast, le meilleur moyen de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute et d'en parler autour de vous. Cela permettra à d'autres de le découvrir également. Je compte sur vous. Merci pour votre écoute et à bientôt.